Nous allons donc suivre cette conférence de presse en direct. Volodymyr Zelensky, depuis Kiev, qui arrive et qui se présente, il va s'installer entre ces deux drapeaux. Merci. Merci beaucoup. Chers journalistes, je vous remercie pour cette possibilité d'échanger ensemble. Je vous souhaite une bonne santé. Les temps ne sont pas bons pour souhaiter joyeuses fêtes, mais on est à la veille de Pâques. Et c'est une grande fête, et même l'agression russe ne change rien dans ce calendrier des fêtes. Et je vous souhaite à tout le monde, et surtout aux Ukrainiens, la paix et la victoire. Et il y avait beaucoup de demandes d'interviews, des centaines, des milliers même. Et pour mon porte-parole et mon service de presse me relayaient ces demandes. Et nous avons décidé de réunir ici parce que le temps est précieux. J'ai pas beaucoup de temps pour parler avec chacun. Après la victoire, on aura tout notre temps. Le temps est très précieux pour notre tas. C'est pour ça que vous êtes tous là, je suis là et je suis prêt. Je suis prêt à échanger. J'attends vos questions. Je vous dois mes réponses. C'est parti. Vous pouvez lever vos petites pancartes. Luke, Guardian. Зачекайте, прошу, на мікрофон. Attendez le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons vu des photos d'une conférence bizarre depuis Moscou. Président Poutine se tenait au bout de la table. Est-ce que vous avez une explication pourquoi il a décidé d'agresser l'Ukraine? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est juste malade? C'est difficile d'analyser et d'évaluer ces décisions du président de Russie. J'ai du mal à savoir pourquoi toutes ces années il tient à sa chaise et à cette table du président. Toutes ces années. Donc, c'est sans doute lié pourquoi son armée et lui sont venus sur notre terre et avancent en cobra d'occupation, en rampant et en empiétant sur nos terres. La guerre a commencé déjà depuis 8 ans, vous le savez. Et cette occupation, elle dure. La Fédération de Russie, à divers moments de l'histoire, à divers niveaux, a essayé d'avoir une influence sur l'Ukraine. Et nous pouvons le dire ouvertement maintenant parce qu'aujourd'hui, nous luttons contre cette influence. Je peux dire que l'indépendance de l'Ukraine, c'était un défi pour cette velléité, pour cette intention russe. Et pour les Ukrainiens, c'était un rêve qui a été réalisé et qui aujourd'hui perdure grâce à l'aide des États amis. Mais la Fédération de Russie, malheureusement, et au niveau de la classe dirigeante et au niveau de la société, ne reconnaît pas l'Ukraine en tant qu'État indépendant. Il ne respecte pas notre culture et la nation ukrainienne dans son ensemble. Il nie même le droit à l'existence, à la nation ukrainienne. Donc aujourd'hui, la nation ukrainienne défend son droit d'existence, défend son indépendance et ça veut dire défend sa liberté. La chaîne télé Inter, la chaîne de télévision Inter.
Monsieur le Président, vous avez essayé à plusieurs reprises de demander une entrevue avec Poutine. Est-ce que vous continuez à penser que cette entrevue, ce tête-à-tête, pourrait changer et arrêter cette guerre? Pourquoi la Russie, jusqu'à maintenant, a refusé à ces propositions? Et quelles sont les composantes des sécuritaires? Nous savons déjà qu'il y a eu des attentats contre vous, des tentatives d'attentats. Donc, comment on peut organiser cette entrevue dans un pays tiers? J'imagine qu'il s'agirait d'un pays tiers. Est-ce que vous êtes conscient pour les menaces pour votre sécurité? Merci beaucoup pour ces questions. En ce qui concerne les négociations avec la Russie, dès le début, j'ai insisté sur l'échange direct avec le président russe parce que je trouvais qu'à chaque fois, quand c'est pas une communication directe, mais quand ça passe par intermédiaire, et même si ce sont des pays ennemis, c'est toujours indirect et ça ne peut pas aboutir à un résultat. Ceux qui doivent arrêter cette guerre, c'est ceux qui l'ont commencé. Vous entendez? Ah, ça c'est le métro. C'est le dernier métro de la journée. Entendons ce beau son. Voici, c'est une partie aussi, une réponse à votre question. Comme vous voyez, moi-même, j'ai pas très peur pour ma sécurité, mais garde-corps aussi. Et par contre, ma famille, évidemment, elle a plus peur. Donc, pour revenir à votre question, j'ai donc à plusieurs reprises proposé la rencontre. Il y a pour arrêter la guerre une voie diplomatique et une voie militaire. Des personnes saines d'esprit, bien entendu, elles choisissent toujours la voie diplomatique parce qu'on sait que sur le terrain militaire, on peut perdre des milliers, peut-être des centaines, des milliers de vies, des millions des vies. Et les leaders qui sont responsables n'ont pas droit de décider comme ça et de se réfugier dans sa subjectivité et de renoncer, et ça jusqu'au dernier rempart, à la voie diplomatique. Le dernier recours, c'est quand même la voie diplomatique. Et nous avons, à plusieurs reprises dans les négociations, fait des propositions. Et nos partenaires européens et partenaires outre-Atlantiques, ils voient bien que ce que la Russie dit aujourd'hui, c'est que dit la Russie avant, et ils accusent l'Ukraine, que c'est l'Ukraine et qui ne veut pas se mettre à cette table de négociation. Et pendant des années, on ne savait pas qui croire. Mais aujourd'hui, maintenant, je pense que les partenaires ont bien compris qui il faut croire. Et il y a une grande confiance pour l'Ukraine et on ne fait plus confiance à la Russie parce que les mots la Russie et la confiance, ce sont devenus des antonymes. Parce que tout ce que dit la Russie et ensuite ils font le contraire. Ça, attention, là on entend le son, c'est peut-être la sécurité. On va le savoir très vite. Donc, pour revenir à votre question, excusez-nous, encore une pause pour le passage du métro. Je n'ai pas droit à avoir peur. Vous avez vu le courage qu'a démontré notre peuple quand les gens sont venus juste avec leurs bras pour arrêter les chars russes pas armés, pour manifester. Notre garde nationale a été très courageuse.
Et là, vous avez vu, donc vous vous sentez en sécurité, j'espère. Un leader normal, ne doit pas avoir peur quand il s'agit de l'intérêt de l'État et de l'indépendance de l'État. Merci. CGTM. Monsieur le Président, vous avez à plusieurs reprises souligné que vous êtes prêt à rencontrer la Russie pour les négociations. Le secrétaire général de l'ONU s'est rendu à Moscou et il est prêt de venir à Kiev. Nous avons entendu aussi les annonces concernant les envois d'armes pour l'Ukraine. Et donc, Moscou accuse l'Ukraine de demander l'Ukraine ces armes et Moscou dit que les livraisons d'armes ne vont pas aider la résolution de ce conflit. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Vous avez dit que vous êtes prêt à négocier avec la Russie. Nous savons que le secrétaire général devait se rendre à Moscou et puis à Kiev pour parler des négociations. Mais dans le même temps, l'Ukraine demande des armes à l'OTAN et aux partenaires européens et Moscou accuse cette question de livraison d'armes comme quelque chose qui va faire durer le conflit, qui ajoute du feu sur les braises. Alors, pour ce qui est la venue du secrétaire général de l'ONU, bien sûr, nous allons le recevoir, nous allons échanger avec lui. Je pense que nous avons fait en sorte pour que sa position change et pour qu'il y ait un soutien plus fort pour l'Ukraine. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises en visioconférence et je lui ai dit qu'on ne peut pas avoir la même attitude par rapport à l'agresseur et la victime d'agression. Donc on ne peut pas avoir la même attitude vers la Russie et l'Ukraine. La vérité est 100% du côté de l'Ukraine. C'est la Russie qui a amené la guerre en Ukraine. Donc maintenant, le mandat du secrétaire général, le secrétaire général dans sa posture, il devrait d'abord venir ici, en Ukraine, dans les lieux des massacres. C'est plus important pour ce qui s'est passé ici, vraiment venir sur le terrain pour avoir une perception des réalités très précises. Et ensuite, pour répercuter cette opinion aux dirigeants russes, parce que c'est très peu de juste venir rencontrer le dirigeant à Moscou et venir apporter le message à Kiev. Ça, c'est pas assez. Et il faut... Et d'ailleurs, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises à d'autres dirigeants qui ont choisi d'abord de venir à Moscou et puis à Kiev. C'est pas très logique. Et donc, j'espère que ce sera le cas pour le secrétaire général et son opinion en faveur de l'Ukraine va être encore confortée. En ce qui concerne les livraisons d'armes, déjà, l'opinion de la Fédération de Russie importe peu pour nous. Et si vous rappelez, d'ailleurs, nous sommes très reconnaissants à la Fédération de Russie de nous avoir laissé beaucoup de chars russes quand ils ont fui, quand ils ont laissé leur position près de Kiev. Ils nous ont renforcés en termes d'armes.
Le 27 avril, dans quelques jours, les Russes annoncent le pseudo-référendum à Kherson, dans la région de Kherson. Nous avons déjà eu ces expériences des pseudo-référendums dans le Donbass. Et nous savons que c'est sans liste électorale, on ne sait pas combien de personnes participent, mais si la décision est proclamée et une pseudo-république séparatiste de Kherson est proclamée, qu'est-ce que l'Ukraine va faire par rapport aux gens qui vivent dans la région de Kherson? Merci pour votre question. Si notre contingent et les gens à Mariupol, les résistants du Mariupol, seront détruits, et si le pseudo-référendum de Kherson ait lieu, l'Ukraine va sortir d'un processus de négociation. Il n'y aura plus de négociation. Pour revenir aussi à la région de Kherson, les gens qui habitent dans les grandes et petites villes de la région de Kherson, j'adresse le message spécial pour les habitants de cette région. Il ne faut pas aider les occupants. Nous savons que ce sont des personnes tous loyales à l'État ukrainien. Et nous savons ce que fait l'occupant, qu'il rentre dans les maisons, qu'il essaie de collecter les informations sur les uns et sur les autres. Donc, n'aidez pas l'occupant. En tout cas, je réitère, cette tenue de référendum, c'est encore une fois une démonstration de plus que la Russie ne cherche pas la vraie négociation et c'est un coup de théâtre politique avec de très mauvais acteurs, toute cette négociation, si ça se passe comme ça dans la région de Kherson. En tant que citoyenne georgienne et en tant que journaliste, je voudrais vous remercier. Votre résistance, votre lutte, c'est un exemple pour la Géorgie et c'est une contribution à notre victoire commune. Nous savons aussi qu'il y a des combattants de Géorgie qui aident, qui participent ici. Et alors, je voudrais avoir votre opinion de la relation avec la Géorgie actuellement et des perspectives européennes pour l'Ukraine et pour la Géorgie. Et aussi, je voudrais poser la question pourquoi il n'y a pas d'ambassadeur d'Ukraine en Géorgie en ce moment. Pourquoi ce poste vacant? Vous savez que l'influence russe est très, très forte en Géorgie. Merci beaucoup pour cette question de la Géorgie amicale. Je peux dire que depuis notre première révolution, la Géorgie, c'est un des États les plus proches de l'Ukraine et le peuple géorgien est très proche du peuple ukrainien. Je peux être très franc et je peux être ouvert et franc vis-à-vis de la Géorgie comme j'étais toujours. Je ne comprends pas aujourd'hui, alors que le peuple géorgien est un peuple frère, pourquoi la position des dirigeants actuels de la Géorgie est telle qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi la Géorgie ne soutient pas les sanctions qui sont impliquées contre la Russie? Parce qu'il voit très bien que nous avons la guerre avec la Russie et ils sont seulement à quelques milliers de kilomètres.
de nous. Et nous avons assisté à ce mouvement de foule quand les Géorgiens sont sortis en masse dans les places et les rues de Tbilissi et d'autres villes pour soutenir l'Ukraine. Et c'est pas seulement pendant cet épisode de la guerre, mais c'est aussi pendant les révolutions de la dignité de 2014, pendant les autres révolution ukrainienne. Nous avons toujours ressenti ce soutien. Pourquoi il y a une telle attitude aujourd'hui de la classe politique? Je ne sais pas, parce que c'est une classe politique, ce sont des personnes responsables. J'ai entendu leurs arguments qu'ils défendent l'économie géorgienne et c'est les sanctions. C'était ne pas soutenir les sanctions, c'est pour défendre l'économie géorgienne. Mais quelle économie, alors que la Russie a déjà pris une partie des territoires russes? Je ne sais pas de quelle économie on peut parler, mais voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous répondre. Alors, nous entendons tous les jours le discours concernant l'OTAN, concernant la présence aussi de l'ambassadeur ukrainien. Est-ce que vous voyez nos perspectives, les perspectives géorgiennes et ukrainiennes ensemble dans l'Union européenne? Écoutez, c'est la vie. C'est la vie. Moi, je suis persuadée que le choix du peuple, c'est le choix. L'Ukraine va toujours respecter le choix des Géorgiens. Moi, je pense que vous serez dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Mais les réponses doivent être trouvées à l'intérieur de l'État géorgien et à l'intérieur de la nation géorgienne. En ce qui concerne le retour de l'ambassadeur ukrainien en Géorgie, nous allons, bien entendu, envoyer prochainement, dès que nous serons en mesure de sentir le soutien des leaders, de vos dirigeants, on va envoyer l'ambassadeur, dans ce cas-là, en Géorgie. CNN, est-ce que vous pouvez donner votre appréciation concernant les capacités militaires russes de réaliser leur plan, et notamment la grande offensive 2 annoncée dans l'est de l'Ukraine? Est-ce que vous pensez que cette opération va durer longtemps comme une machine à moudre la viande? Et quel type d'armement vous avez le plus besoin? Je vais vous donner l'exemple de Kiev et de la région de Kiev qui ont été occupées et que l'ennemi a été à quelques kilomètres de Kiev. Des combats très durs se déroulaient aux abords de Kiev et nous avons gagné. Et ma position en tant que président et en tant que personne, en tant qu'individu, je suis persuadée tout ce que l'occupant va nous prendre, un jour, nous allons le reprendre. Et ce n'est pas une question des années. Dès que nous avons assez d'armes, nous allons tout de suite reprendre les territoires temporairement occupés et tout ce que l'ennemi nous a pris. Cette situation nous est imposée par l'ennemi. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Alors, parfois, 2 jours, on est obligé de reculer et de perdre les positions. Mais de nuit, dès qu'on a la possibilité, on reprend les positions. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu mener des grandes offensives parce que nous n'avons pas eu assez de soutien.
assez de soutien, notamment en termes d'armes. Et c'est pour vous dire des choses franchement. Jusqu'à maintenant, il y avait des soutiens officieux, mais pas ouverts. Maintenant, nous voyons que l'attitude a changé. Surtout, l'attitude a changé d'abord. Les États-Unis qui ont commencé à être plus réactifs et non seulement promettre, dire les choses, mais aussi agir. D'autres aussi se mettent dans cette mouvance, dans cette ligne d'action. Eh bien, si on a cette cadence-là, ce tempo, à l'est de l'Ukraine, on aura suffisamment de capacités pour réaliser ce dont vous parlez. Mais quand je dis ça, je pense aussi à Mariupol, à la résistance de Mariupol, à cette poche d'encerclement. Ils tirent de tous côtés, depuis les eaux, depuis le ciel, l'artillerie lourde, les avions bombardent. Il y a le dernier signal que j'ai reçu de Azov, des combattants d'Azov, c'était il y a 1 heure. Et ils sont dans une situation très, très dure. Dès qu'on peut, on viendra en leur renfort. Mais jusqu'à maintenant, on a proposé tous les jours d'être ouvert à une voie humanitaire. Nous avons demandé laisser sortir les civils. Nous avons proposé de faire sortir les blessés et aussi les morts. Nous voulons juste sortir les morts et les blessés. Et ils étaient sourds à toutes ces propositions. Nous avons également proposé les échanges des prisonniers, échanger nos combattants qui sont restés contre les prisonniers russes. Et la Russie a dit, la balle est dans votre camp. Ce n'est pas vrai. La balle n'est pas dans notre camp. Nous avons proposé toutes les solutions. Nous étions prêts à n'importe quel format d'échange pour faire sortir nos militaires et les civils de cet enfer de Mariupol. Et j'ai vu ce message, cette conférence de ministre de la Défense avec Poutine, quand il dit qu'il y a une citadelle, on ne va plus bombarder, et 2 heures après qu'on va plus bombarder, il bombarde. Voilà ce que vaut la parole du président russe. La chaîne RBK. Deux questions. Quant aux exigences de pays agresseurs, quelles sont maintenant leurs nouvelles exigences dans les chapitres de négociation? Par exemple, est-ce qu'ils vous posent déjà la question de reconnaissance des pseudo-référendums, de pseudo-républiques? Et est-ce qu'ils ont changé aussi les exigences de premières heures de la guerre concernant la dénazification et démilitarisation? Est-ce qu'il y a une évolution dans la position russe? Est-ce que aussi le peuple ukrainien est prêt à se mettre dans une posture militarisée à l'instar d'Israël et se préparer à vraiment, en tant que nation, de vivre cette militarisation en profondeur pour résister à la menace venant de l'Est et du Nord? Merci pour vos deux questions. Je vais aborder d'abord la dernière question. Est-ce que nous sommes prêts ou pas prêts? Ce n'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Je pense que tous les Ukrainiens qui sont restés en Ukraine, et je ne parle pas des femmes et des hommes, des enfants, mais la plupart des hommes ukrainiens qui sont restés pour défendre l'État, même s'il y a bien des hommes lâches qui ont dû fuir, qui ont essayé de fuir, malgré leur devoir de combattre. Mais je suis sûre que tous ceux qui sont restés n'ont pas d'autre choix.
nous serons un État forteresse. Nous sommes déjà un État qui défend ses terres et nous serons, après notre victoire, aussi un État qui a des forces armées modernes, les plus expérimentées, toujours prêts à se défendre. Et nous serons un des États-nations les plus fortes de l'Europe. C'est mon point de vue subjectif, mais aussi c'est une donne. C'est une donne, c'est les réalités dans lesquelles on vit. Votre première question concernant l'évolution des positions des négociateurs russes. Nous avons plusieurs sources. Nous avons plusieurs sources d'être informés sur cette position, notamment les médias. Et ici, au début, c'était un langage d'ultimatum et c'était marqué comme ça, l'Ukraine doit. Et donc là, ce n'était pas une négociation. Ensuite, grâce à cette union qui s'est formée entre le peuple et l'État en Ukraine, ça a conforté beaucoup la position ukrainienne et les Russes, les négociateurs russes avec lesquels on échangeait dans les différentes sous-groupes, ont commencé à mieux entendre les propositions ukrainiennes et les communiqués qui sont sortis, notamment les communiqués à Istanbul, en Turquie. Et ce communiqué a eu d'abord un écho positif venu de négociateurs. Et ensuite, cette position des négociateurs russes a été critiquée de l'intérieur et au niveau politique et au niveau de la société russe qui est devenue très agressive. Les cerveaux ont été tellement lavés par la propagande, tellement zombilisés et tellement contrôlés que le niveau de la haine vis-à-vis de l'Ukraine a surpris plusieurs. Et donc, les négociateurs russes ont dû revoir leur première réaction, leur premier écho par rapport au communiqué d'Istanbul. Donc, en ce qui concerne donc les différents chapitres discutés, c'est la neutralité, c'est le sort de Donbass et de Crimée et nos forces armées. Tout le reste, ça importe peu. Merci beaucoup. ABC News, Marcus, vous avez plusieurs fois insisté que vous êtes prêt à rencontrer M. Poutine. Qu'est-ce que vous allez lui dire si vous êtes toujours prêt ? Et qu'est-ce que vous pouvez dire concernant les livraisons militaires que vous recevez des États-Unis? Nous sommes très reconnaissants au soutien bipartisan. Nous voyons et au Congrès comment toute la nation américaine nous soutient. Et nous sommes très reconnaissants aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, pour ce soutien aussi à nos autres partenaires, mais c'est surtout en termes des volumes de cette aide, nous sommes reconnaissants aux États-Unis et à la Grande-Bretagne.
Et c'est eux qui donnent le là et la cadence dans ces échanges. Et c'est pour ça, c'est comme ça que nous qualifions ces nations comme des partenaires stratégiques. Et nous souhaitions évidemment avoir une cadence plus rapide des livraisons d'armes. Ça, c'est notre souhait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je dévoile un secret, mais demain, je rencontre ici à Kiev M. Blinken, le secrétaire d'État, et aussi le ministre de la Défense américain. Nous attendons beaucoup de cette échéance. Nous avons de fortes attentes par rapport à cette échéance, à cette rencontre, parce que nous avons donné des listes qui correspondent à nos besoins et demain, on va discuter du calendrier des livraisons. Et je voudrais vous dire que tous les signaux, les messages que nous avons reçus la semaine dernière concernant les décisions, la prise de décisions, concernant les calendriers, ça améliore beaucoup nos perspectives. Et nous sommes très, très reconnaissants, mais nous sommes toujours en attente très, très forte. Parce que vous voyez la pression que nous subissons. Maintenant, c'est le journaliste de l'Azerbaïdjan qui a la parole. Agence Report. Comment vous évaluez le rôle des médiateurs turcs et azerbaïdjanais dans les négociations? Et comment vous évaluez le rôle d'Azerbaïdjan dans cette situation? Est-ce que vous avez regardé l'expérience azérie, de l'armée azérie avant la deuxième guerre de Karabakh? Et est-ce que vous pensez que cette expérience pourrait être utile pour vous? Et vous avez tellement de questions. Attendez, tout dans l'ordre. Tout dans l'ordre. Il faut que je prenne des notes parce que vous avez beaucoup trop de questions. Donc, première question. Comment vous appréciez le rôle des médiateurs turcs et azéris dans la négociation avec la Russie? Deuxième question, et dans la négociation, et pas seulement, et aussi par rapport à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Deuxième question. Avant cette guerre, est-ce que vous vous êtes intéressé à l'expérience de l'armée azérie avant la deuxième guerre du Haut-Karabakh? Et est-ce que aujourd'hui vous pensez que cette expérience de l'armée azérie peut vous être utile? Et troisième question. Écoutez, c'est vraiment vos questions, il y en a trop. Mais ma dernière question, quel est le rôle des drones Bayraktar dans cette guerre contre la Russie? Спасибо за вопрос. Давайте так. Значит, как я оцениваю миссию Турции и Азербайджана с точки зрения переговорного процесса? Donc, du point de vue du processus des négociations, quelle est mon appréciation du rôle de la Turquie et de l'Azerbaïdjan? J'ai été en dialogue J'ai eu plusieurs échanges et avec la Turquie et avec l'Azerbaïdjan. Et d'ailleurs, je voudrais séparer les deux. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une nouvelle session de négociation en ce moment de nos sous-groupes. Donc, la Turquie a été la plus active dans cette médiation. La Turquie a déclaré ouvertement qu'elle veut
être garant un des pays garants de sécurité future. Je n'ai pas entendu ce message de la part des autorités azerbaïdjanaises jusqu'à maintenant. Mais, par ailleurs, je voudrais bien entendu reconnaître le président Aliyev a toujours soutenu l'Ukraine. Il nous a beaucoup aidés sur le plan humanitaire et médical, pas sur le plan militaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est dans une position difficile et il ne peut pas aider sur le plan militaire parce que leur capacité défensive militaire est aussi sont contingentées par rapport au conflit du Haut-Karabakh. Et nous comprenons très bien leur posture, leur équilibre très fin de leur position très neutre. Parce que d'un moment à l'autre, le conflit qui est sur le territoire peut repartir. Donc nous comprenons très bien. En ce qui concerne la position d'Azerbaïdjan, en ce qui concerne le rôle des drones Bayraktar, c'est les drones qui sont, vous savez, il y a une localisation de production de drones et donc ils sont produits en Ukraine et nous produisons la partie moteur de ces drones. Et nous utilisons ces drones. Mais je peux vous dire que ce type de guerre que nous avons en ce moment, c'est une guerre de nouveaux types. On ne peut pas, sans précédent. Donc, parce que vous avez parlé comment j'évolue l'expérience de l'armée azérie avant le deuxième conflit, mais je peux vous dire que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu encore ce type de guerre. Parce que quand on regarde l'histoire dans cette guerre des missiles, de tout type de missiles, y compris les balistiques, et quand on voit l'artillerie de longue portée, de courte portée, il n'y a pas encore eu cette puissance de feu et cette extermination dans l'histoire. Il n'y a pas eu encore tout cet arsenal lourd qui a été déployé et il n'y a pas eu cette barbarie militaire concernant concernant les mutilations des civils, concernant les tortures, concernant les viols. Donc, c'est le sort terrible de l'Ukraine. Malheureusement, l'Ukraine paye de son sang, de sa chair, dans cette horrible guerre, pour expérimenter ce type nouveau de la guerre. Mais sachez que nous sommes là, mais si nous tombons, vous êtes les prochains. Володимир Олександрович, після такої невеличкої передишки мушу повернутися до дуже серйозного питання, нагального, рана, яка болить, напевно, не тільки кожному українцю, а й кожному нормальному землянину, це Маріуполь. Une blessure même, je pense pour toute l'Ukraine, mais aussi j'imagine les habitants du monde entier connaissent maintenant la ville de Mariupol. Et le dernier reportage qu'on a vu des catacombes de Azovstal, où on a vu les enfants qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis 55 jours et qui sont maintenant en manque de vivres parce que les jours sont comptés en termes des rationnements, en termes de provisions d'eau et d'aliments. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que chef d'armée et en tant que président? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux habitants, aux résistants de Mariupol? Vous savez, j'étais en contact avec ces gens et aussi le chef de notre armée, M. Général Zaloujny, est
été en contact avec eux et nos autres militaires. Et je pense que nous avons... C'est dans notre droit. C'est dans notre droit de débloquer ce siège. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui de le faire? Non. Aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts pour débloquer le siège de Mariupol militairement. Nos gars qui défendent encore l'usine de l'Azovstal, les commandants de bataillon, ils en sont parfaitement conscients. C'est le fait. Sky News. Дебра Хейнс, Sky News. Ви сказали, що ви хотіли б поговорити Vous avez dit que vous souhaitez rencontrer ou parler à M. Poutine directement. Mais compte tenu de ce que l'Ukraine a déjà vécu, est-ce que vous souhaitez aussi de voir Poutine traduit devant le tribunal criminel international? Et vous avez dit qu'il y aura une visite du secrétaire d'État américain et du ministre de la Défense. Est-ce que vous pouvez dire quelle sera la menace pour l'Ukraine si jamais il y a un retard dans les livraisons d'armes venues des États-Unis et de la Grande-Bretagne? Est-ce qu'il y a un risque que l'Ukraine perde le territoire à l'Est? Est-ce qu'il y a un nouveau risque pour Kiev, pour la capitale? En ce qui concerne, et pour parler les rencontres avec Poutine, c'est pas que je le veux, mais je suis obligée en tant que président de lui parler. Est-ce que je souhaite que tous les criminels russes, tous ceux qui ont donné ces ordres criminels concernant la destruction de l'Ukraine, concernant la destruction des civils et des militaires, oui, bien sûr, je souhaite qu'ils soient traduits devant les tribunaux. Mais nous savons aussi que la justice, c'est une machine très lente. Il faut des années. Et si c'est pas moi qui va le voir, c'est mes enfants qui vont le voir. Et je vais voir le dernier clou qui va être enfoncé dans le cercueil de cet État. Mais en ce qui concerne le retard et la reprise du terrain, nous n'avons pas d'autre choix, nous n'avons pas d'autre possibilité. Quand vous dites quelles sont les alternatives, nous n'avons pas d'alternative. Si l'État ukrainien tombe, on n'a plus d'alternative. Et donc, on n'examine pas d'alternative, des voies alternatives. Добрый день, господин президент. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé votre temps précieux. Mes amis de Pologne m'ont tous demandé de vous transmettre les mots de soutien les plus chaleureux. Tout ira bien, on est persuadé en Pologne. Et les Russes, au début, ont fait croire que vous êtes à Varsovie maintenant. Mais vous n'étiez jamais venu depuis le début du conflit. Mais est-ce que vous souhaitiez maintenant venir à Varsovie?
Ça fait 60 jours qu'on me pose une question, est-ce que je souhaiterais venir dans tel ou tel endroit, pays, mais je n'ai pas droit de quitter l'Ukraine, même si j'ai un respect énorme pour le président, pour le leader polonais et pour le peuple polonais qui a accueilli 2 millions d'Ukrainiens dans ce moment, dans cette épreuve difficile. Et c'est dans ces moments, dans les épreuves, qu'on voit des vrais amis. Et nous pouvons qu'avoir des mots les plus chaleureux vis-à-vis de la Pologne. C'est notre meilleur voisin, le voisin le plus sûr, le plus fiable. Et en ce qui concerne les visites en Pologne, je me suis déjà rendue en Pologne. J'ai été invitée par Andrzej Duda, par le président Duda. Et c'est toujours avec grand plaisir que j'accepte ces invitations. Je ne peux pas dire quand je viens en Pologne que je me sens comme chez moi, comme à la maison, mais c'est presque, je me sens comme à la maison. Je pense que cette chaleur, ce sentiment vient du fait que le peuple polonais est vraiment très, très proche du peuple ukrainien. Nous avons des liens très étroits qui nous lient. Moi-même, j'ai une relation très étroite avec le président polonais, avec Andrzej. Nous avons des liens et du soutien militaire. Et je sais, évidemment, on a une petite question ouverte, une petite question qui reste ouverte dans l'agenda, les avions. Mais bon, par cette petite question qui reste ouverte, c'est rien, c'est vraiment mineur par rapport à tout le reste que la Pologne a déjà fait pour nous. Mais tant que la guerre n'est pas finie, je ne peux pas quitter l'Ukraine. C'est pour répondre à votre question concernant la visite. Пане президенте, про новий світовий порядок. Concernant le nouvel ordre international, est-ce que vous pensez que maintenant, suite à l'agression russe contre l'Ukraine, on peut dire qu'il s'agit d'un nouvel ordre international complètement ébranlé, complètement perturbé? Et comment dans cet nouvel ordre, on peut parler de la position des pays de l'Asie, et surtout pendant la première phase de cette opération, est-ce que vous pouvez déjà constater que les pays Asie ont manqué de soutien à l'Ukraine? En ce qui concerne le nouvel ordre international, alors, déjà, nous ne sommes pas membres de l'OTAN et nous ne pouvons pas influer sur la position de l'OTAN. Même si je reste persuadée que c'était une grave erreur, une erreur stratégique en 2008 de ne pas recevoir l'Ukraine en tant que dans le plan d'adhésion. Aujourd'hui, on aurait été non seulement plus fort, mais aussi ça aurait empêché, en tout cas le pourcentage en termes de pourcentage des probabilités, je pense que cette agression russe aurait été moins probable. Maintenant, quand j'aborde diverses questions de sécurité avec les dirigeants européens, je ne vais pas citer nommément les États, mais les États dont la voix compte concernant les perspectives d'adhésion de tel ou tel pays à l'OTAN. Donc je porte à chaque fois, je me porte de cette opinion, que c'était une erreur de ne pas, en 2008, prendre l'Ukraine comme pays candidat.
Aucun pays de l'OTAN ne s'attendait pas à une telle résistance de l'Ukraine. Et d'ailleurs, on a attendu de certains pays membres de l'OTAN un discours suivant: à quoi bon prendre les sanctions contre la Russie alors que dans 3 jours, il n'y aura plus l'état d'attaque de l'Ukraine sur la carte géopolitique. On a tout entendu pendant ces jours et après, il y avait aussi un changement d'attitude à notre égard et vis-à-vis des pays membres de l'OTAN et des autres pays européens. Et j'espère aussi que les pays asiatiques changeront de leur attitude vis-à-vis de l'Ukraine. Est-ce que c'est déjà le fait aujourd'hui? Je suis sûre que les opinions des 100 pays ont déjà changé. Elles sont beaucoup plus proches de nous. Les leaders, leur position, historiquement, ils étaient très proches. Il y avait une proximité, des affinités avec les dirigeants soviétiques. Et comme la Russie a été successeur de l'URSS, il y avait aussi cette dépendance du pas et cette proximité avec la Russie. Mais maintenant, tout est ébranlé. Et même les dirigeants politiques des pays asiatiques maintenant se penchent plus en faveur de l'Ukraine. C'est une mission historique pour nous maintenant d'infléchir sur cette position. Aussi quand il s'agit des pays africains. Historiquement, il y avait la proximité avec l'URSS de certains pays africains. Mais dans chaque histoire, il y a la fin de l'histoire. Et nous vivons malheureusement cette époque, la fin de l'histoire. Et maintenant, il faut repenser toute la sécurité internationale. Il faut repenser toutes les relations internationales. Et on ne peut pas aujourd'hui tolérer à ce qu'un État membre du Conseil de sécurité viole cet ordre international par la force, qui occupe les territoires par la force. Regardez quel énorme défi aujourd'hui pour toutes les cultures mondiales, pour les pays asiatiques, pour les pays arabes. Par exemple, l'Ukraine n'est plus en mesure d'exporter ses produits agricoles, alors qu'elle était leader sur le marché pour les produits comme les céréales, le maïs, le blé. Et donc aujourd'hui, ça veut dire que les pays africains, certains pays, vont manquer des aliments parce que 80 millions de tonnes ne peuvent plus être acheminés sur le marché international. Donc aujourd'hui, c'est tout le monde du commerce international qui est perturbé par la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et donc déjà, on peut qualifier cette guerre, non pas la guerre en Ukraine, mais c'est la guerre dans le monde, parce que tout est perturbé et c'est le viol du vivant, c'est de l'humain dans cette guerre. Cette guerre, c'est un défi pour l'humanité. Et le Premier ministre Modi, que je rencontrais, parce que je l'ai rencontré en marge de la conférence sur le climat, je l'ai rencontré à Glasgow et ensuite j'ai eu plusieurs échanges téléphoniques avec lui. J'ai ressenti que lui, c'est un véritable leader. Pour moi, je vois qu'il faut défendre nos positions, il faut défendre nos valeurs démocratiques et notre voix sera entendue.
Est-ce que vous pensez qu'une nouvelle session de négociation est possible à Istanbul, en Turquie? Vous représentez la Turquie. Est-ce que donc il y aura une nouvelle session de négociation en Turquie? C'est pas une question pour moi, c'est une question pour l'autre Vladimir Vladimirovich Poutine. C'est de sa décision dépend beaucoup les réunions des négociateurs. Nous aimons beaucoup venir en Turquie, mais nous ne pouvons pas venir en vacances en Turquie parce que nous sommes en guerre. Et nous, si nous venons, c'est pour parler des choses sérieuses sur la table. Par exemple, vous savez qu'en Ukraine, nous sommes à la veille d'une des plus grandes fêtes pour nous, la fête de résurrection de Christ, la fête de Pâques. Eh bien, à la veille de Pâques, 7 missiles sont arrivés dans la ville, ont été lancés sur la ville d'Odessa. 2 missiles ont été abattus pour notre défense antiaérienne, mais 5 sont atterris. 2 dans 2 maisons, une maison d'habitation à plusieurs étages. Le bilan humain déjà 8 morts, entre 18 et 20 blessés. Vous imaginez parmi les morts un bébé de 3 mois. Donc, ce bébé, il est né, il avait 1 mois quand la guerre a été commencée et il est mort à la veille de Pâques, à 3 mois. Ce bébé, comment on peut qualifier ces salauds autrement que ce salaud? Donc, voyez, quand il y a des choses comme ça qui se passent, on a très peu envie de venir voir ces salauds au soleil turc. Mais par ailleurs, nous sommes obligés de leur parler tant que la guerre n'est pas finie. On doit saisir chaque occasion, chaque chance pour qu'il n'y ait plus de bébés de 3 mois qui meurent dans cette guerre. C'est l'horreur totale. Non mais vous imaginez comment ils dénient tout. Vous imaginez de quelle valeur ils peuvent parler, de quelle paix russe, quelle chrétienté quand ils font ça. C'est le Moyen-Âge et la barbarie totale. Vous imaginez 7 missiles sur Odessa. Odessa, qu'ils appellent la ville-mère. Ils aimaient bien venir en Odessa. Ils disaient « Oh, votre cuisine est si bonne !» Voilà ce qu'ils livrent à Odessa aujourd'hui. Я не знаю, як вимовляється Інфобає, Аргентина, ось центральний прохід, 5-й ряд чи 6-й. Доброго вечора, пане президенте. L'Argentine, Infobaya. З аргентинського каналу. Чи ви спілкувалися Est-ce que vous avez eu des échanges avec le pape? Et qu'est-ce que vous pensez de son rôle potentiel dans ce conflit? Concernant la diplomatie vaticane et les messages du pape, nous savons à quel point c'est important, ces messages. Et le pape a déjà fait plusieurs messages de soutien pour l'Ukraine. Il a condamné l'agression russe. J'ai eu une entrevue avec le pape. Avec le pape, c'était avant la guerre. En fait, nous avions une histoire de militaire ukrainien qui a été arrêté, M. Markiv, et on a pu libérer ce soldat
qui étaient indûment internés. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, le pape peut jouer un rôle de médiateur pour ouvrir les couloirs humanitaires pour Mariupol. Nous attendons beaucoup de ce rôle. Le pape, c'est une autorité morale par excellence et l'Ukraine doit utiliser tous les canaux possibles et dans ce besoin, et c'est au nom de la paix que nous prions le pape pour sa médiation en faveur de cesser le feu et en faveur d'ouverture de couloirs humanitaires dans le sud de l'Ukraine pour faire sortir les gens de Mariupol. Donc nous avons fait appel à la communauté internationale et à Vatican également. C'est les chaînes télé du Parlement ukrainien. Nous souhaitions demander que vous allez créer un conseil national, initier une nouvelle structure. Qui va faire partie de ce nouveau conseil, de cette nouvelle institution nouvellement créée? Oui, effectivement, c'est une institution nouvellement créée. Et dans ce Conseil national, au Conseil national, il y aura les représentants de l'Office du président, des autres institutions, et sa principale mission serait la reconstruction du pays. J'ai déjà présenté notre programme de reconstruction à Bruxelles, à Ursula von der Leyen et à Charles Michel. Nous avons déjà initié en bilatéral les pourparlers avec certains États, notamment la Grande-Bretagne, l'Espagne et d'autres. Par exemple, la Grande-Bretagne a déjà exprimé le soutien pour ce programme. La Suède a également exprimé son soutien. C'est un vaste programme de reconstruction. Le budget de l'Ukraine ne pourra pas être seule source de cette reconstruction. Et bien entendu, il ne s'agit pas seulement des sous, des moyens financiers, il s'agit aussi du patronat de ces pays, c'est-à-dire l'expertise qui peut être offerte dans le cadre de ce ambitieux projet de reconstruction. Nous comptons sur l'aide des meilleurs experts internationaux, architectes, financiers, spécialistes urbanistes. Et par exemple, avec Boris Johnson, nous sommes déjà entendus. Il est prêt de prendre le patronat sur la reconstruction de la région et des banlieues de Kiev. La Grèce a dit qu'elle est prête de prendre le patronat de la région de Mykolaiv. La Suède, encore notre région. Et donc, cette idée a été très bien reçue. Ce patronat des nations européennes sur les régions ukrainiennes. L'Ukraine, qui avance sûrement sur sa voie d'adhésion vers l'Union, de l'intégration européenne,
Je suis sûre que si nous avons le projet des reconstructions des territoires qui nous unissent, eh bien, ça va renforcer les liens et la reconstruction des territoires, ce serait non seulement l'apport dans cette victoire, mais aussi ce serait l'apport des nations pour reconsolider la démocratie et les libertés sur le continent européen. C'est un projet tourné vers l'avenir, complètement tourné vers l'avenir, très ambitieux, et nous réservons un très grand avenir à ce projet. Il faut juste trouver un mot. Alors comment? Parce que vous savez, il y a eu déjà dans les efforts de reconstruction de guerre les soubotniks, quand les gens offraient leur jour de repos pour reconstruire le pays. Mais bien, on va choisir le mot ukrainien, toloka. Ça veut dire foire aux idées et aux actions. Дуже дякую, пане президент. Отже, я представляю грецьке телебачення Антена ТВ. La télé grecque. Отже, якщо я правильно сказав, що правильно висловив. Отже, російські військові сказали, що хочуть контролювати територію russes qui sont annoncés, c'est de prendre le contrôle du sud de l'Ukraine et ensuite avancer vers la Transnistrie. Est-ce que ça veut dire que c'est le Moldova qui est menacé? Deuxième question, la région de Donetsk et de Lugansk, on a eu assisté à un phénomène de déportation des enfants ukrainiens. Est-ce que vous avez les chiffres de ces déportations? Écoutez, c'est un phénomène d'ampleur. Même si aujourd'hui les chiffres ne sont pas tous vérifiés, mais les chiffres sont terribles. On ne pourra pas vous donner un chiffre exact aujourd'hui du nombre de morts. Mais nous pensons, selon nos estimations, par exemple en termes de déportation, 500 000, un demi-million d'Ukrainiens ont été déportés, soit vers les territoires séparatistes, soit vers la Fédération de Russie. C'est selon nos estimations. En ce qui concerne la part des enfants dans cette et la proportion des enfants, nous avions un chiffre de 5 000 enfants. Ça, c'était le chiffre vérifié, et le chiffre date d'il y a une semaine. Et malheureusement, mon incertitude, l'incertitude de mes chiffres a un caractère très tragique. Et en fait, les chiffres, je pense qu'ils ne sont pas malheureusement minorés. Au contraire, ils seront revus à la hausse. Et la première question concernant le corridor terrestre vers la Transnistrie. Oui, nous recevons aussi ces messages du commandement russe concernant leur stratégie. D'ailleurs, ce n'est pas une nouvelle stratégie, c'est une stratégie qui était déjà annoncée. Leur volonté de prendre le sud pour avoir un couloir terrestre. Mais on va contrer leur plan. Ça, je vous dis ça avec certitude. L'Italie. Дякую, пане президенте. Клаудія Локателі, Італія. Ну що ж, через 2 дні в Італії в нас буде Національний день спротиву. Ми, власне, будемо згадувати своїх партизан, які боролися з нацистами. Деякі люди думають, що неможливо це порівняти. Nous allons fêter la journée de résistance. Les résistants italiens, c'est ceux qui ont résisté à Mussolini. Eh bien,
il y a une thèse qui a été annoncée, c'est que vous devez vous rendre, les Ukrainiens doivent se rendre pour sauver les vies. Quels sont vos arguments de réponse par rapport à ça? Les Ukrainiens ne savent pas ce que c'est la reddition. Je pense que nous avons déjà eu l'occasion de le prouver. Chaque jour de guerre, chaque action que l'Ukraine vit dans cette lutte contre la Fédération de Russie le prouve. C'est une politique nazie qu'ils mènent. C'est véritable nazisme. Parce que les tortures qu'ils ont livrées à nos civils, le viol même des enfants, même des bébés, je pense que un jour, le livre d'histoire aura une page à part et il y aura le mot russisme, fascisme russe. C'est un néologisme, contraction du fascisme russe, russisme, mais c'est malheureusement un concept, un mot qui correspond à une réalité que vit l'Ukraine, la barbarie des armées russes et de l'État russe. Cette barbarie va rentrer dans les livres d'histoire, dans les manuels d'histoire. Wikipédia pourra en dire long. Les enfants dans le monde entier vont apprendre la date du début du racisme, le 24 février, et ensuite la date de la victoire, qui a aidé à vaincre contre le russisme. Аль Джазіра. Пане президенте, отже, представляю Аль Джазіру. Ми говорили з вами про війну на Сході. Росія зараз каже, що вона має певні амбіції територіальні, вже хоче до Придністров'я des ambitions russes pour l'est de l'Ukraine. Maintenant, la Russie annonce les ambitions pour le sud et pour le corridor vers la Transnistrie. Est-ce que vous êtes persuadé que vous pouvez maintenant tenir les autres villes ukrainiennes, que d'autres Mariupol ne puissent voir le jour? Est-ce que vous pouvez tenir l'Odessa, la ville d'Odessa? Et il s'agit là aussi de contrôle des mers et contrôle aussi l'impact sur la sécurité alimentaire globale. Et ma deuxième question, quel mécanisme vous voyez pour traduire les criminels devant la justice? Est-ce que c'est le tribunal à La Haye? Quel tribunal pourra juger les responsables de ces crimes? Peu importe le nom de tribunal, c'est le résultat qui importe pour nous. Les Ukrainiens s'en fichent où a eu lieu ce procès. Le tout, c'est que c'est les criminels et les sentences qu'ils vont prendre et qu'ils se retrouvent derrière les barreaux. Tous les criminels, tous les décideurs criminels et les exécuteurs. Et nous travaillons déjà avec les enquêteurs du TPI et les enquêteurs spécialisés envoyés par d'autres pays pour collecter des preuves. La justice est déjà en marche, en phase collecte des preuves. Et le procureur Khan s'est déjà rendu en Ukraine. Il y a les enquêteurs spécialisés, les policiers spécialisés français et les magistrats spécialisés pour collecter les preuves. J'ai rencontré tout récemment le président Sanchez. Les Espagnols vont également prendre une part de ce travail.
Donc tout le monde sait qui sont les coupables. Maintenant, il faut bien préparer le procès. En ce qui concerne votre question sur les ambitions, les nouvelles ambitions russes sur leur voie vers la Transnistrie, et est-ce que d'autres tragédies peuvent arriver, comme la tragédie de Mariupol? Oui, c'est possible. Quand des milliers de chars avancent, au vu de l'arsenal en termes de matériel, en termes d'effectifs qui a été accumulé à nos frontières, bien sûr, il y a ce risque. Ils ont déjà occupé tous les territoires ukrainiens du sud, et la jonction avec la Crimée est assurée. Mais ces risques, ce ne sont pas seulement les risques pour l'Ukraine. Je le réitère, il faut les arrêter ici. Il faut les arrêter. Et comme ça, on arrête les risques pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons besoin de négociations et des garants de sécurité. Mais une autre chose est également vrai. Avec la force, on ne peut pas écraser l'État ukrainien. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ces territoires? Ils ne peuvent pas prendre, tout un État, toute une nation. Comment ils peuvent gérer cet État où tout le monde les hait et tout le monde ne cherche qu'à les combattre? On a déjà connu l'expérience nazie au bon moment, même quand les officiers nazis buvaient du champagne dans les restaurants de Paris. Est-ce que on les a aimés? Est-ce qu'ils se sont enrichis là-dessus? Ils ont volé, ils ont pillé l'Europe entière, ils ont essayé de piller même les œuvres d'art. Et finalement, ils ont tout perdu. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné? C'est que ensuite, plusieurs générations de l'Allemagne ont payé et ont porté sur leur dos la responsabilité historique de leur culpabilité, de leur repentance. Donc, je ne vois pas comment ils peuvent encore vouloir d'autres territoires. Ils ont déjà pris l'Abkhazie et l'Ossétie. Ils ont déjà pris la Transnistrie. Est-ce qu'ils ont transformé ces territoires comme en Hong Kong, en Nouvel Hong Kong? Mais non. Швеція по центру. Дак-Бладет, да? Правильно? По центру праворуч. Дякую, пане президенте. Ви згадали про відбудову країни. Vous avez parlé de la reconstruction, du programme ambitieux de reconstruction, et vous avez invité le gouvernement suédois pour patronner cette reconstruction. Surtout dans le contexte où la Suède n'est pas le membre de l'OTAN. Pourquoi vous avez choisi la Suède comme un des partenaires privilégiés? Quelles sont les relations aujourd'hui entre l'Ukraine et la Suède? Les relations sont très bonnes et nous sommes très reconnaissants. Je suis très reconnaissant à la Suède pour le soutien qu'elle nous offre. Et ce n'est pas seulement le soutien de l'ordre humanitaire. Je ne dévoile pas tous les détails. Et pourquoi la Suède pourquoi la Suède en particulier? Nous avons fait appel à tous les États. Tous ceux qui veulent nous aider peuvent nous aider. Et la Suède a répondu à cet appel. Il s'agit, là encore, comme je dis, ce n'est pas une aide, c'est un avenir commun qu'on construit ensemble. C'est notre projet européen qu'on construit ensemble et notre
histoire commune de la victoire et de consolidation des démocraties en Europe. En ce qui concerne l'aide en termes d'armes, je ne dévoile pas les détails encore une fois, mais nous attendons des mesures de la Suède. Est-ce que ça dure encore longtemps? CBS News. Ви сказали, що російські люди мають навчатись своїй історії. Les Russes щоб вони знали, скільки ж вони завдали страждань своїм сусідам. apprendre de leur histoire. Президентом залишається Путін. Друге питання, як ви тримаєтесь особисто comment vous в цій pensez combien de temps encore faudrait à la société russe pour prendre conscience tant que Poutine est encore au pouvoir? De ce qu'ils font, de ce qu'ils commettent. Chaque personne qui cherche la vérité, qui est en quête de cette vérité, la trouve. Il ne faut pas juste faire l'autruche. Il faut ouvrir les yeux. Quand on veut apprendre, quand on cherche les sens, les informations, on les trouve. Si on ne reste pas vautré sur son canapé en regardant la propagande russe, et ensuite quand on sort, eh bien on essaie de fermer les yeux, on essaie de ne pas regarder ce qui se passe, on essaie de ne pas regarder la vérité en face. Mais là, il faut se remettre en question. Il faut tout simplement casser la bulle d'information dans laquelle on se trouve. On sera bel et bien obligé de le faire un jour. La société russe sera bel et bien obligée de le faire un jour. Et chaque jour passant, il y aura de plus en plus des Russes qui seront sortis de cette bulle de la propagande, qui apprendront la vérité. Et eux, ils vivent dans les rues, dans la ville. Ils sont gouvernés par les dirigeants qui tuent les gens d'une autre nation. Et c'est eux qui ont choisi ces dirigeants. Donc, in fine, c'est leur responsabilité. Et donc, les Russes, s'ils se sentent citoyens russes, en tant que citoyens russes, ils sont responsables. Et il faut le reconnaître. Il faut avoir ce courage, cette honnêteté morale de le reconnaître, même si au début on sera exposé à des jets de pierre, à des critiques, mais il faudrait qu'il y ait de plus en plus des gens comme ça qui manifestent, qui s'expriment. Donc si les gens veulent savoir la vérité, il faut qu'ils mettent la fin à ce jeu virtuel. Parce que, en quelque sorte, les gens vivent dans un jeu virtuel. C'est comme s'ils jouent à un tricolore et ils regardent le monde avec le prisme de lunettes tricolores. Mais il faut qu'ils enlèvent ces lunettes et qu'ils regardent le monde en face. Le monde, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux en réalité que le monde à travers le prisme tricolore. Parce que la Russie peut très bien avoir un autre projet.
Parce qu'on n'est pas obligé de financer les missiles et être fier des missiles. On peut tout simplement payer plus les enseignants et les professeurs. Et on peut être le meilleur pays du monde en termes des spécialistes des technologies informatiques, en termes d'enseignement, en termes des mathématiques. Et il y a d'autres postes de dépenses que la machine militaire et les missiles. Donc il faut gouverner autrement, il faut vivre autrement, avoir un autre projet. Parce que aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils tuent aussi les gens de sa nation quand ils les envoient en Ukraine. Давайте когось із українців телеграфом бачу так по центру зали ліворуч. Вітаю, пане президент. Ярослав Жарінов, видання «Телеграф». Російський олігарх Абрамович двічі відвідував